Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nathalie Porte. Ancienne psychologue, elle s'est reconvertie en professeure de FLE il y a maintenant 10 ans. Lors de cet entretien, nous allons parler des sujets que l'on peut aborder ou non en classe de FLE. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, est-ce que tu peux raconter ton expérience, à qui tu donnes des cours de FLE, etc. Ok, donc je suis Nathalie Porte, j'enseigne le FLE depuis tout juste 10 ans, 2012, début 2012. Alors, je vais peut-être raconter juste ce que je fais aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué en 10 ans. Donc aujourd'hui, je donne des cours à des adultes, Mhm. niveau B2, C1, C2. Principalement, maintenant quasi exclusivement même on peut dire, donc des adultes, niveau avancé, qui veulent améliorer leur français pour des raisons souvent personnelles. En fait, ce n'est pas des objectifs professionnels en premier plan en tout cas, c'est vraiment le français plaisir, le français pour les voyages, le français comme langue passion en fait, c'est vraiment ça. Et quoi d'autre? Bah voilà, et puis après, ce qui me plaît, moi, c'est la diversité de nos étudiants. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais donc, je propose de l'individuel, des groupes, du coaching de groupe. Voilà. Mhm. Ok, mais j'ai cru comprendre aussi que tu essayes de les aider à prendre confiance en eux quand ils parlent en français. Oui, oui, oui. Bah, en fait, comme j'ai un passé de psychologue, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un peu dommage de ne pas utiliser ma vie d'avant pour aider mes étudiants parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient vers moi avec cette problématique de j'adore cette langue, je l'ai beaucoup étudiée. Mais je ne suis pas super à l'aise, ou je vais voyager en France et je suis déçue parce que j'ouvre pas la bouche. Il y avait aussi des profils aussi de gens qui étaient dans un emploi où ils avaient donc mis en avant la langue française et ils la parlaient pas. Donc ça les handicapait. Enfin bon, donc j'avais plein de profils comme ça autour de l'expression orale. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que je trouve un peu qu'est-ce que je peux utiliser de ce que je connais pour les aider. Et donc, oui, j'ai vraiment, au fur et à mesure des années, ça a été très, très progressif. Hein. Au début, j'ai aidé un petit peu en individuel. Après, j'ai un peu plus formalisé ce que je proposais. Puis, j'en suis arrivée à faire une formation en groupe autour de oser parler en français, en fait. Et donc là, Mhm. c'est en ligne, bien sûr. Tout ce que je fais est en ligne. Hein. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'enseigne exclusivement en ligne depuis 2016. Ouais, Ok. donc oui, la confiance en soi à l'oral. Et donc je suis très centrée en fait sur l'expression orale aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, l'essentiel de ma pratique, en fait, c'est la conversation, que ce soit en individuel ou en groupe, et la prise de confiance. Donc c'est vraiment, Mhm. vraiment beaucoup, beaucoup d'oral. Oui, parce que je remarque aussi, oui, on n'est pas seulement prof, on est aussi coach, psychologue un Ouais, petit peu. On doit ouais, les ouais, motiver coach, bien justement sûr. à prendre confiance en eux parce que sinon, ils se bloquent. Ouais, ouais, c'est Bon, une moi, des maintenant, je clés. suis en Hein. train de réorienter donc, mon public et de m'orienter vers des profs de FLE non natifs et des traducteurs. Donc, ils ont plus confiance en eux, justement. Ah, Parce quoique. qu'ils ont... Oh, quoique Quoique. oui, mais normalement, ils ont plus l'habitude de parler. Donc, ils n'ont pas Ouais. trop peur en général. Ouais, mais justement, une de mes surprises, en fait, il y a quelques années, ça a été des enseignants de FLE que moi, je trouvais avec un très, très bon niveau, largement suffisant pour enseigner, mais qui sont venus me voir avec la question, mais comment je fais pour être à l'aise avec les parents de mes élèves qui, eux, sont français, par exemple? Comment je suis à l'aise avec mes collègues qui sont des natifs et moi, je ne le suis pas? C'est ça Et aussi le problème. ouais, et l'insécurité linguistique, hein, c'est le mot qu'on a mis là derrière ça, mais en fait, c'est vraiment une vraie problématique. Et puis moi, ça m'a vraiment touchée, en fait, le fait que quelqu'un ait choisi d'enseigner une langue qui n'est pas sa langue maternelle. On sait que c'est un parcours hyper difficile. Hein, je veux dire, moi, si j'essaye d'imaginer enseigner une langue que j'ai apprise, je me dis, waouh, ok, c'est un défi, hein, vraiment. Donc, c'est un travail hyper difficile et long. Et puis après, ils se retrouvent en situation de ne pas vraiment se sentir à l'aise Ouais. pour montrer tout ce qu'ils savent. Et ça, c'est super Et qu'ils dommage. se sentent inférieurs justement aux natifs, aux Ouais, profs bon, natifs. faut dire qu'il y a des contextes qui les aident à pas se sentir à l'aise. Hein. On voit que dans toutes Oui, les institutions qui demandent des profs natifs, je trouve que c'est quand même une sacrée injustice. Hein. Donc oui, il y a un si, c'est vrai. contexte qui aide pas. Donc je me suis retrouvée à aider aussi des profs comme ça, alors que ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête au départ. Et donc le Mhm. thème de la confiance en soi, elle est venue aussi avec eux en fait.
Et je les ai beaucoup aidés à justement prendre conscience de la valeur de leur enseignement. Et qu'ils n'enseignent pas forcément le français comme moi, mais que c'est vraiment précieux, Ouais, leur tout à parcours, en fait. fait. Surtout que, bon, il y a quand même certains profs natifs, même si s'il y a des profs natifs qui travaillent avec des profs non natifs, ils peuvent être assez méchants. Oui, peut-être. Alors, Montrer leur... j'ai jamais travaillé en institution. Alors, c'est vrai que c'est des choses que j'entends, mais que je n'ai jamais vécues. Mais je peux imaginer, ouais. Il doit y avoir une certaine compétition, peut-être. Hein. Ouais. Ouais, Et puis ou voilà, après, ils se sont si vous avez une... Ouais, supérieurs. ouais. Ouais. Puis après, il suffit qu'il y ait une petite remarque chez quelqu'un qui déjà se sent pas très à l'aise, la remarque va prendre beaucoup d'importance. Et c'est ça que moi, souvent, j'essaie de transmettre, c'est que bon, des gens qui vont critiquer l'accent, les erreurs, il y en aura toujours, hein, de toute façon. Oui. Même, enfin, moi, je suis native, je suis parfois critiquée aussi dans ma façon de parler. Donc, voilà. Ok. Oui, Oui, oui. parce que J'ai remarqué sur Instagram aussi, avec certains bah, profs qui ont des accents différents. Ah, tu prononces comme ça, toi? oui, Bah oui, ou parce alors que... simplement, alors l'accent, après, est-ce qu'on utilise des anglicismes ou pas, du langage familier ou pas, voilà, il y a toujours matière à critiquer, donc ça existera toujours. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait des critiques? Et c'est sûr que si on se sent déjà pas très sûr de soi, pas légitime dans ce qu'on fait, bon, bah, les critiques nous atteignent beaucoup plus. Donc, il y a vraiment, je pense, un travail à faire et avec les apprenants et avec les enseignants pour se sentir en droit de s'exprimer Oui, avec ce c'est pour qu'on ça sait. que je veux m'orienter vers eux pour les aider, pour Ouais. leur démontrer ben, que je les comprends, quoi, en Ouais, fait. ouais. Et je pense qu'on peut se mettre à la place. Enfin, encore une fois, tout à l'heure, je disais, si je m'imagine enseigner une langue, par exemple l'espagnol, c'est peut-être la langue que je maîtrise le mieux, et encore, je suis loin de la perfection, hein, très loin. Mais si je m'imagine ce que ça impliquerait comme travail supplémentaire pour maîtriser la langue, et puis ensuite d'aller dans toutes les rouages de la grammaire, Ouais. que j'ai étudié en tant qu'apprenante, mais là, il faudra aller beaucoup plus loin. Enfin, j'imagine les années supplémentaires. Hein. Surtout que la grammaire française n'est pas facile avec les accords. Elle est Enfin, très c'est difficile. horrible. Et surtout, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'elle n'est pas logique. Oui, Elle est vraiment c'est pas vrai. logique. Si on compare à l'espagnol, c'est Il y évident a qu'elle toujours n'est des pas exceptions en logique. plus. Il y a Oui, toujours oui, des les exceptions. cas particuliers. Bon, c'est aussi une langue où, enfin, je sais pas, il me semble que c'est pas toutes les langues comme ça où il y a la majorité de la population ne connaît pas certaines règles de grammaire. Enfin, je veux dire, si on va poser des questions aux gens sur l'accord du passé composé des verbes pronominaux, j'ai laissé passer, est-ce que c'est elles ont laissé passer, comment ça s'accorde, l'orthographe de certains mots, même le genre de certains mots. Est-ce que c'est dans toutes les langues qu'on hésite sur un masculin ou féminin pour certains mots? Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des Plus facile en complexités. espagnol. Hein. Et en Ouais, anglais, il n'y a pas cette ouais, ouais, c'est ça, complexité. c'est clair. Et donc souvent, moi, je dis ça aussi. Je dis, enfin, faut pas être plus royaliste que les rois. C'est-à-dire que si 80% de la population française, parce qu'il y a des fois, j'aime bien aller voir un peu comment les Français de France parlent. Je me dis, mais si eux ne connaissent pas cette règle, s'ils ne l'appliquent pas ça, est-ce qu'on doit vraiment passer une heure à enseigner, à étudier ça? Bah, peut-être pas, en fait. Il y a des choses, À je les me dis, il connaître, faut... oui, alors, pour les connaître peut-être, mais pas pour Et dire. encore, et Ouais. encore, je suis pas sûre. Ça dépend des objectifs, ça dépend si on va passer un examen ou pas, par exemple. On sait très bien qu'il y a des sujets aux examens, etc. Mais si c'est la langue plaisir, et moi c'est quand même ce que je vis, c'est l'enseignement du français plaisir, c'est-à-dire, si tu vas en voyage en France, tu n'as pas besoin de connaître tous les détails des exceptions de la grammaire. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre son énergie à se sentir à l'aise pour parler, à peut-être même connaître mieux la culture francophone, faire de la compréhension orale, tout ça, plutôt que de passer du temps à s'arracher les cheveux, parce que vraiment, on s'arrache les cheveux avec des détails. Alors bon, j'ai des étudiants qui aiment la grammaire, alors, je l'aime pas moi, mais j'ai des étudiants qui aiment la grammaire et qui me poussent un peu, toujours un peu plus loin. Mais bon, je pense vraiment pas que c'est l'essentiel. J'avais écrit un article qui s'appelait La confiance en soi, c'est plus important que la grammaire. C'était il y a C'est des intéressant. années. J'avais choisi un titre un peu provoquant parce que j'en avais assez qu'on me parle de la grammaire tout le temps. Et donc, je développe le fait que je suis absolument persuadée que prendre du temps pour travailler sa confiance en soi est nettement plus important que travailler sa grammaire. Parce que si on a confiance, le reste va suivre, en fait. Donc, voilà, pas de perte de temps avec des choses. Après, ça dépend des objectifs des gens, hein, bien sûr. Ok. Si vous avez un Alors, objectif professionnel, c'est autre chose. Mais... donc tu dis oui, mettre à l'aise, donner confiance aux élèves qui veulent voyager en France. Et en parlant de voyage, toi, tu voyages beaucoup. Mm. Tu es Ouais, nomade. on Tu es peut une même dire que globe-trotteuse. c'est même toute ma vie, j'ai envie de dire. Oui, 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 oui. Depuis 20 ans, en fait. Ouais, ouais. C'est Et donc, ça. tu as enseigné à différentes cultures, je suppose. Dans différents pays déjà, oui, oui. Donc, j'ai enseigné dans différents pays.
Dans différents pays, Donc, déjà, oui, c'est vrai. alors, ce qui est super intéressant quand on voyage dans différents pays, c'est que déjà, on est soi-même dans l'interculturel en permanence. Et on a en Mhm. plus toute la journée, quand on travaille en ligne, des gens qui nous plongent dans l'interculturel aussi. Donc, moi, j'ai Mhm. l'impression d'être dans un bain multiculturel permanent, surtout depuis 20 ans. Mais bon, même avant, parce que je suis quand même née dans une famille multiculturelle. Donc, enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est Oui, je crois que tu as des mon intérêt. origines, non? Oui, oui, mon père est espagnol, ma mère suisse, et je suis née en France. Euh, mais donc, pour moi, la sensibilité enfin, je veux dire, aux gens qui parlent une autre langue, qui ont des cultures un peu différentes, des traditions un peu différentes, je suis née avec, enfin, je me suis construite avec. Donc, pour moi, prof de FLE, c'est le métier idéal quand on aime le multiculturel. Enfin, vraiment, c'est le métier idéal pour moi. Enfin, en tout cas, c'est mon métier idéal, là, maintenant, c'est sûr. Alors, justement, peut-on parler de tout en classe de FLE en sachant qu'on peut avoir donc des groupes multiculturels? Ouais, ça, c'est une grande question. Alors, évidemment, la C'est le réponse n'est sujet pas de si notre simple. vidéo. Ouais, la réponse ne peut pas être oui, non, hein, évidemment, tu t'en doutes. Et pour Déjà, rappeler aussi que ce oui. sujet vient à partir des posts, des derniers posts que j'ai publiés sur Instagram sur l'homosexualité. Bon, là, je suis en train de publier sur le féminisme et je pense aussi que je vais avoir des commentaires un petit Sûrement. peu forts. Ouais, tu peux être sûr. Donc là, on s'est rendu compte, ok, c'est super le sujet, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de tout? Ouais, et ça, moi, je pense que j'ai déjà beaucoup évolué avec cette question. Je pense que je t'aurais pas parlé de la même façon il y a 10 ans, il y a 5 ans. Ouais. Je pense déjà qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent évidemment à notre personne, à nous en tant que prof, comment on se sent à l'aise ou pas avec certains sujets. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas être à l'aise avec tous les sujets. Déjà, on ne les maîtrise pas tous. Et puis après, on Oui, n'est pas forcément à l'aise parce qu'il y a des sujets qui peuvent aussi résonner avec notre propre histoire, notre histoire à nous ou notre entourage. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que c'est assez important quand même d'avoir conscience que les sujets ne sont jamais neutres. Je veux dire, si moi, je suis Oui, moi j'étais d'origine... consciente quand j'ai publié ça sur Instagram que je savais que dans d'autres pays, l'homosexualité est condamnée en fait. Ouais, Je ouais. sais que c'est condamné. Je sais que c'était condamné. Donc en Arabie Saoudite ou autre, le féminisme aussi est condamné. Donc Et quand je c'est dis on conscient. doit être conscient, je ne parle pas du tout du fait de toi qui postes quelque chose, mais c'est plutôt que si on est mal à l'aise, nous, en tant que prof, parce qu'on est attaqué à quelque chose, qu'on ait conscience que, Ah oui. ouais, tu vois, par exemple, j'imagine, c'est pas toi qui amène un sujet, mais un étudiant t'amène un sujet qui, toi, tu peux te mettre mal à l'aise aussi. Il n'y a pas que le prof qui propose quelque chose qui peut mettre mal à l'aise l'apprenant, l'inverse peut être vrai aussi. Et on est dans des relations humaines, donc forcément, on a nos zones d'ombre, on a aussi les choses qui sont nos combats. Après, la vraie question, moi, je pense, c'est quelle est la limite entre... Enfin, le professionnel et le privé aussi, et puis les réseaux sociaux, on est quand même dans des zones un peu grises, hein, parce qu'on on parle de nous aussi dans les réseaux sociaux, enfin la plupart des profs quand même Ouvert disent à un tout peu le monde. Ouais, et C'est puis ouvert on à tout parle le un monde. petit peu en général, les gens savent notre nationalité, où est-ce qu'on habite, enfin, donc ils ont quelques éléments, et puis après on choisit ou pas ce qu'on veut dire sur soi, mais en général on en dit un petit peu, c'est quand même, en général c'est comme ça qu'on construit une communauté aussi. Donc, il y a pas mal de paramètres qui entrent. Mais pour moi, c'est la limite privée-professionnelle. Alors après, je pense que chacun va mettre un peu sa ligne. Et la ligne, elle bouge. Moi, ma ligne, elle a pas mal bougé. Je sais que je parle beaucoup plus de ma vie privée aujourd'hui que je le faisais il y a 10 ans. Et pour une raison très simple, qui va un peu répondre à ta question, c'est que maintenant, j'ai pas trop envie de me censurer, moins qu'avant. Mais par contre, j'ai pas non plus envie d'être dans la confrontation avec les gens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre. Je veux dire, s'ils pensent que l'homosexualité est une maladie grave et qu'il faut les enfermer, je ne vais pas les convaincre, que je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, j'ai pas envie d'être dans la confrontation et j'ai pas non plus envie d'être dans l'évitement. Et donc, la solution pour moi, c'est d'attirer autour de moi des gens qui partagent mes valeurs. Je me dis, en fait, si mes étudiants ou les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont des grandes valeurs communes avec moi, je vais éviter ce problème-là. Et j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pour arriver à ça, bon, déjà, ça prend du temps, mais c'est en parlant de qui on est, de ses propres valeurs, qu'on attire des gens qui ont les mêmes valeurs, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais là on parle de cours plutôt privés. Ce sont des groupes. Mais si c'était dans une classe, comment le faire? Parce que dans une classe, on ne peut pas attirer seulement les élèves qui ont les mêmes valeurs que nous. Ouais. Mais tu veux dire dans une classe, dans une institution?
Une institution, une école privée. Ah oui, mais alors là, c'est une problématique complètement différente pour moi, parce que en tant que prof indépendant, on est responsable de ce qu'on dit nous-mêmes, Ouais. uniquement nous-mêmes. On se représente nous-mêmes. Donc après, on assume les conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, etc. Pour moi, j'aurais même du mal à te répondre par rapport à ce qu'on fait en institution. J'ai jamais travaillé comme prof de FLE en institution. J'ai toujours été indépendante. Et j'imagine bien qu'on représente l'institution et qu'on n'a pas, enfin, on pourrait pas non plus être dans des débats politiques dans des classes. En plus, ça dépend si on est avec des adultes ou des enfants, enfin des jeunes. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus confortable d'aborder des sujets délicats avec des adultes. Leur esprit est déjà Ah oui, formé, leurs convictions. Il n'y a avec pas des adolescents. d'asymétrie. Voilà, on est adulte, c'est symétrique. Alors que moi, je ne me vois pas du tout discuter de la même façon avec des jeunes et encore moins en institution. C'est clair. Je pense que les collègues qui enseignent en institution doivent se poser des questions bien plus difficiles que nous en individuel, hein. Enfin en indépendant, je pense. Ouais. C'est vrai que pour les adolescents, ça doit être horrible parce que les adolescents vont répéter aux parents: «Ah, tu sais ce qu'a dit le prof ou la prof, oh là là», et après les parents vont se plaindre, il y aura la polémique, enfin bref, on peut Ouais. arriver à ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, je pense, en institution de pouvoir parler de tous les sujets, en fait. Ouais. Mais je sais pas en fait si s'il faut le faire en fait. Enfin, ou alors il faut le faire avec certains outils pour le faire. C'est-à-dire, enfin, médiatiser par exemple. Il y a des sujets, il faut passer par un média en fait, un support. Enfin, on peut parler de tous les sujets, mais c'est comment on en parle en fait. Et je pense que Ouais. si c'est juste je lance un sujet comme ça devant une classe d'ados, là on peut aller face à un mur en fait. Je pense qu'il faut médiatiser ça, en fait, par une activité, une visite, quelque chose qui a un support de En même discussion. temps, je pense que la politique en elle, enfin, on pourrait présenter la politique française, par exemple, ou belge, ou suisse, etc., mais sans rentrer forcément dans le sujet pour des adolescents, je veux dire. Parce qu'après, bon, ça peut Alors, devenir comment fonctionnent problématique les pour les adolescents. institutions? Ouais, comment fonctionnent les institutions? Après, c'est très Et compliqué de ne pas aller dans les idées politiques, hein. Enfin, après, je me dis, par exemple, le féminisme. Bon, c'est vrai que je connais des institutions, des lycées, des profs de français qui font des activités avec leurs élèves pour travailler le féminisme, pour le 8 mars, etc., pour la Journée internationale de la femme. Mais dans des pays comme l'Arabie Saoudite, où c'est quelque chose d'assez conflictuel, je ne pense pas qu'ils puissent parler de ce genre de choses. mais aucune institution. Enfin, je veux dire, si c'est un problème dans le pays, l'institution ne va pas le proposer. En fait, Si c'est un prof indépendant de un prof français, indépendant qui serait avec des étudiants uniquement de ce pays-là? enfin de pays qui rejetteraient Ouais. ce genre de sujets, comme le féminisme, l'homosexualité. Ouais, je pense que quand même d'être indépendant, ça donne quand même beaucoup plus de liberté parce que quand même, à partir du moment où c'est des cours privés, donc ils peuvent choisir un autre prof en fait, ça leur plaît pas. Enfin, c'est aussi Oui, ça ouais. aussi. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus confortable quand on est indépendant finalement pour choisir ses sujets parce qu'on peut se dire que bon, déjà c'est des adultes, donc ça leur plaît pas, ils peuvent le dire, ils peuvent partir, etc. Et puis ensuite, ils ont d'autres profs possibles. Donc moi, mais ce que tu dis là, l'institution, honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise parce que j'ai pas l'expérience en fait. Et je me dis, ce serait quand même dommage de perdre des élèves parce qu'ils ne respectent, enfin, qui n'ont pas les mêmes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Qu'on se fâche sur ça, on pourrait essayer de débattre. Moi, ce que j'essaie justement dans mes cours, bon, pour l'instant, c'est vrai, je n'ai pas d'élèves d'Arabie Saoudite ou autre, mais j'ai des élèves brésiliens, irlandais, espagnols, italiens, etc. Et donc, ils ont tous des idées différentes. En Brésil, c'est vu, l'homosexualité peut être vue d'une certaine manière, etc. Donc, ce que j'essaye, moi, c'est de débattre, mais dans la bienveillance. Ok, tu n'es pas d'accord, mais essayez d'exprimer vos opinions sans offenser les autres. Oui, alors si les gens sont capables de faire ça, très bien. Après, il faut connaître un peu les personnes aussi pour savoir quelles sont les limites qu'ils mettent. Par exemple, je sais que moi, en groupe de conversation, je fais très attention à la composition des groupes, par exemple. Et un de mes premiers critères, le premier critère, c'est quand même le niveau, bien sûr. Mais le deuxième critère, c'est les centres d'intérêt. Donc, je leur demande leur centre d'intérêt. Et après, j'ai des petits clignotants qui s'allument selon ce qu'on me dit.
Et il y a des étudiants, enfin des personnes qui postulent que je rencontre et d'autres pas. Et je rencontre des gens si j'ai un petit doute. Alors, c'est pas un petit doute sur est-ce qu'ils vont être respectueux, hein. C'est un petit doute, est-ce que cette personne irait bien avec le groupe que j'envisage? Est-ce qu'il y aura une harmonie dans ce groupe? Et harmonie, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tout, parce que déjà, je ne sais pas leurs opinions, hein, mais c'est est-ce que je sens des gens ouverts à la discussion? Est-ce que je sens des gens qui sont ouverts à la différence aussi? Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'ils m'ont dit qui montrent qu'ils sont intéressés par les différences, le monde, connaître d'autres. Est-ce qu'ils parlent d'autres langues? Pour moi, c'est aussi des indicateurs, hein, vous voyez, quand quelqu'un parle plusieurs langues, me dit qu'il aime voyager, a plein de centres d'intérêt, je me dis il y a quand même un peu plus de chances que ce soit une personne qui aime dialoguer. Bon, après, on peut se tromper, hein, mais bon, quand même. Oui. Donc ça, je fais un peu attention au début. Et puis après, j'ai plusieurs règles, bien sûr, mais une des règles, c'est on parle ni religion ni politique. La religion, je pense que ça, c'est top. Alors, ni religion ni politique, c'est ce que je pose au départ. Voilà. Mais après, j'ai des groupes qui prolongent pendant des mois. Et avec ces groupes-là, on en vient à parler quand même des sujets de société. Et donc, sujets de société, on touche à la politique très, très souvent. Et donc là, je leur dis que cette règle-là, elle est flexible. Dans le sens, on ne parle pas du tout de politique. Ce n'est pas un sujet tabou. Mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on n'est pas là pour dire pour qui on vote et essayer de convaincre les autres. Donc, si le groupe, il se connaît depuis des semaines, voire des mois, et puis ils sont intéressés par des sujets de société, ça se fait. Donc là, j'ai par exemple 2 groupes en ce moment où ils se connaissent depuis plusieurs mois. Et voilà, on a un peu élargi la sphère des thèmes possibles. C'est un peu plus des thèmes qui peuvent être conflictuels, mais ils se connaissent suffisamment. Et moi aussi, je sais qu'ils ne sont pas forcément d'accord, mais ils sont capables d'en parler. Donc là, ça marche. Mais par contre, pour un premier groupe, personne ne se connaît. Je suis très, très attentive au premier sujet, au deuxième sujet. Ah oui, non, le premier sujet, allez, politique, religion, féminisme. Voilà. Mais même, en fait, parfois, il y a des sujets, on a l'impression que ce n'est pas très conflictuel. Et puis finalement, ça peut réveiller des choses. Ce n'est pas forcément conflictuel, mais ça peut être douloureux. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, il y a des sujets famille, par exemple. On peut se dire, oui, mais tout le monde a une famille. Oui, mais bon, parfois, c'est très douloureux, le sujet de la famille. Ça peut évoquer plein de choses. Et quand on ne connaît pas du tout les gens, c'est pas qu'on va créer un conflit, mais on va mettre peut-être la personne en difficulté émotionnelle, en fait, si ça touche à quelque chose. Je parle le thème des enfants. On peut parler des enfants, mais moi, par exemple, si je ne sais pas si mes étudiants ont des enfants ou pas, est-ce qu'ils veulent en avoir, ils ne voulaient pas, est-ce qu'ils n'ont pas pu, je ne sais pas, en fait. Donc, je fais attention aussi. Je pense aussi que ça dépend, comme tu dis, du feeling que tu as. Parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un cours de groupe avec une première participante. On a parlé du féminisme et ça s'est très bien passé parce qu'il y avait, je savais que, je sentais que ce thème pouvait correspondre. On n'était que des femmes, donc ça allait, justement. Et je savais que le sujet pouvait avoir une bonne... Après, tu parles, par exemple, on n'était que des femmes. Ça aussi, c'est une chose, je fais attention, c'est que j'essaie de faire que tous mes groupes soient mixtes. Alors, je n'y arrive pas à 100%, mais j'essaie. Moi, j'aimerais bien avoir des groupes mixtes, mais j'ai qu'un homme, en fait, dans les groupes de profs non natifs traducteurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. C'est sûr qu'il y en a beaucoup moins. Mais moi, j'aime bien, parce que quand on parle interculturel, multiculturel, ce que je remarque, c'est qu'on a tendance à avoir des préjugés tous. D'imaginer qu'une personne de tel pays peut-être pense ça, parce que dans son pays, c'est moins courant. Puis en fait, moi, ce que j'adore dans les groupes de conversation, c'est qu'on se rend compte que nos préjugés tombent. Moi, j'avais par exemple des préjugés au niveau de l'âge. Je m'étais dit, il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de différence d'âge dans les groupes pour qu'ils aient quand même des sujets de conversation plus faciles. Et puis, il s'est trouvé que par hasard, dans un groupe, il y a 2 personnes qui ont quand même, je ne sais pas, 18 ans de différence entre la plus jeune et la plus âgée. Et puis, je me suis dit, OK, est-ce que ça peut le faire? Et puis, il s'avère que celle qui est la plus jeune n'est pas la plus jeune d'esprit, on va dire. Et celle qui est la plus âgée, extrêmement dynamique, extrêmement ouverte. Donc, en fait, l'âge était un faux critère, là. Ça n'avait aucun intérêt de regarder l'âge pour ces personnes-là. Mais par contre, elles ont des intérêts proches au-delà de l'âge. Et puis, les histoires de genre féminin, masculin, moi, j'aime bien la mixité. Parce que de manière générale, dans ma vie, j'aime bien la mixité. Mais là aussi, je trouve que c'est intéressant pour d'ouvrir les sujets et puis d'avoir des discussions. Par exemple, on peut parler féminisme, charge mentale, éducation des enfants dans des groupes mixtes. Et même s'il y a des petites piques parfois, ça on se sent, surtout les femmes vis-à-vis des hommes, surtout quand il est en minorité, ça arrive. Mais en général, je trouve que les hommes qui font des cours de français sont vraiment... moi, je les apprécie particulièrement, en fait. Je les trouve
Ouais, vraiment l'esprit très ouvert. Et je pense que c'est intéressant pour tout le monde de ne pas être toujours à parler des sujets comme on serait entre copines. J'aime vraiment entretenir la mixité. Et donc là, quand on parle de multiculturel, pour moi, il y a aussi la mixité homme-femme aussi. Puis après, peut-être les milieux Et et sociaux. Enfin, moi, il y a plein je de n'attire que mixité. les femmes, je n'attire que les femmes. Enfin, un homme quand même dans mes cours de Non, mais groupe, donc elles sont majoritaires, hein, c'est évident. Mais moi, oui. du coup, je fais de la discrimination positive, j'avoue. C'est-à-dire que Mhm. quand, si je dois choisir entre deux personnes disponibles en même temps, parce que j'ai des listes d'attente, donc du coup, je regarde, OK, ils sont tous les deux disponibles, hein, mais là, j'ai un groupe avec 3 femmes, ben, c'est l'homme que je vais choisir. Et la femme, je vais essayer de la mettre dans un groupe où il y a déjà un homme, etc. La discrimination. Ouais, j'assume. J'assume. Oui, parce que Attention. j'ai envie d'aller vers plus de mixité. Et dans le FLE, c'est vrai, enfin, dans les langues en général, hein, je crois que les cours particuliers, il y a beaucoup de femmes. Il y aurait peut-être plus d'hommes pour l'anglais ou d'autres langues, Ah, peut-être, je sais pas. peut-être. L'anglais des affaires. Ouais, Bon, ouais. là, ça revient aussi discrimination homme-femme. Il y aurait plus d'hommes dans les affaires, donc voilà. Ah bah Mais ça, on sait, hein. Oui, on sait. oui. Oui, oui, oui. Et aussi dans mes groupes pour l'expression orale, pour ceux qui ont de la peine à être à l'aise à l'oral, ma grande surprise, je m'attendais à des groupes très féminins au départ. Et moi, je prends 20 personnes maximum, hein. Et j'étais hyper étonnée d'avoir pas tout à fait la parité, mais presque. Alors, c'était aussi des gens, enfin, dans ces groupes, c'est des gens donc vraiment du monde entier. Il y avait à chaque fois au moins 3 continents. Et ils avaient vraiment un point commun qui était de ne pas être à l'aise à l'oral, d'avoir un niveau intermédiaire. C'était leur point commun. Mais après, ils avaient des énormes différences d'âge entre, je sais pas, 25 et 70. Donc, pas du tout les mêmes niveaux sociaux, pas du tout les mêmes professions. Il y avait vraiment beaucoup, tout était très différent, à part, je ne suis pas très à l'aise pour Compliqué. parler. Et ben, c'était hyper enrichissant. Et après, un des défis, ça a été, je leur donnais des exercices. Alors, ce n'était pas des thèmes conflictuels, hein, mais par contre, je leur demandais d'apprendre à se connaître, à se parler, à se poser des questions. Et je créais des binômes, au départ des binômes. Évidemment, la question se pose à ce moment-là. Est-ce que je mets je crée des binômes de gens qui ont l'air de se ressembler? Est-ce que je mets 2 Européennes de 40 à 50 ans? Ou est-ce que je tente, je ne sais pas, le monsieur de 50 ans qui est au Niger avec la jeune asiatique qui est au Québec? Est-ce que je tente le binôme? Et en fait, j'ai fait plein d'essais du coup parce que c'est 8 semaines. Donc, chaque semaine, il y a des petits groupes différents. Et c'était vraiment intéressant. Ça m'a fait tomber pas mal de préjugés. Ceux qui avaient les plus d'affinité pour discuter n'étaient pas forcément ceux que j'imaginais en fait. Oui, on peut toujours Donc, être surpris par les apprenants, par les ouais, participants. donc Mais tu as parfois, on dit se met des barrières. Oui. 20 personnes par groupe ou 20 personnes? Ils étaient 20 inscrits, bon, jamais tous en même temps. En général, en Oui, même temps, ils étaient, je crois que le plus que j'ai eu, c'était 13. Mais c'était 1 heure et demie, c'est du coaching. Donc après, je les divise sur Zoom, en fait. Ils sont rares, enfin, ils ne sont pas les 13 tout le temps ensemble. Ils sont en petits groupes, et après, on fait des regroupements, etc. c'était comme une formation en Mais fait. ce n'est C'était pas un cours de pas. français, hein, c'est du coaching. Voilà. Donc, en fait, ils travaillent sur leurs difficultés à l'oral avec des exercices. Oui, comme une Mm. formation de coaching en fait. Ouais. Parce que je Et me là, disais, les élèves font un cours de conversation, mon Dieu. ah non, c'est pas de la conversation en fait. Ouais. Non, c'est pas de la conversation, c'est qu'ils mettent en pratique des exercices que je leur propose pour oser aller parler aux autres, c'est quoi les premières approches pour se parler, oser parler de soi, donner son avis, mais après, ils sont beaucoup en tout petits groupes, soit en binôme, on commence par 2 personnes pour qu'ils soient à l'aise, et puis après, au fur et à mesure de la formation, 3, 4, 5. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que les barrières, on les a nous aussi parfois. On imagine, oh là là, si je fais ce sujet-là, peut-être que, et puis on peut être très surpris par un sujet qui se passe très bien, et à l'inverse, un sujet qui paraît assez neutre, et puis ça peut aussi dégénérer. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des sujets en groupe de conversation qui me paraissaient franchement consensuels, et puis ça l'a pas été en fait. Donc, ouais. Il faut essayer de trouver le moyen d'aborder le sujet sans créer la polémique. En fait. Ou éviter le sujet, comme tu as dit, par rapport aux apprenants qui intègrent le groupe. Ouais. Il y a quand même des aspects enrichissants, non, pour quand il y a du multiculturel comme ça. Ah ouais, pour moi, c'est absolument génial. Pour moi, c'est tout l'intérêt du travail. Enfin, en tant que prof, je trouve que c'est vraiment tout l'intérêt du travail. C'est vraiment ça, cette approche multiculturelle. Puis pour les apprenants, franchement, il y a une des choses qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les gens s'inscrivent à un groupe de conversation. Je pense que tu dois vivre ça aussi. Leur priorité, c'est d'améliorer la langue déjà, hein.
Puis après, ils se rendent compte que la deuxième chose très importante, c'est qu'ils vont vraiment nouer des relations avec des gens. Et puis, s'ils restent un petit peu dans le même groupe, c'est clair, il y a des amitiés qui naissent. Moi, j'ai des gens, des groupes de conversation qui vont se rencontrer en présentiel. Une en Australie, en Italie, se rencontrent le mois prochain. Voilà, Waouh! enfin, oui, elles sont devenues amies, en fait. Et c'est des choses qui, moi, me font hyper plaisir parce que je me dis, Oui, c'est c'est bien très sûr, on donne des cours de français, mais on est dans la relation humaine, on est là aussi pour que les gens, dans les différents aspects de leur vie, se sentent heureux d'apprendre, heureux de se développer, découvrir des nouvelles choses. Et quand ils peuvent en plus avoir des amis et puis pratiquer le français dans plein d'espaces différents, pour moi, ouais, on a gagné, quoi. C'est génial. c'est vrai. Mais après, certains doivent changer de groupe par rapport au travail ou autre, ou les disponibilités. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Par exemple, moi, j'ai une élève, ah oui, mais je suis triste, je suis plus avec mes camarades. Ouais. Moi, j'ai un groupe, par exemple, où, à cause de mon petit décalage horaire et puis les changements d'heure, ça coinçait un petit peu entre les horaires, donc j'ai dû un petit peu modifier. Et puis, il y en a une, ça lui convient pas du tout. Mhm. Et en fait, le problème, c'est que personne ne veut changer de groupe tellement ils s'entendent bien. Ils sont 4. Et Oui, donc, bah oui. eh ben, ils vont continuer avec, on va faire couper la poire en deux, changer les horaires, on change selon les mois. Enfin, pour ils veulent être ensemble, en fait. Alors que j'ai dit, mais il y a un autre groupe éventuellement, si tu veux changer d'horaire. Non, non, non. Oui, c'est vrai. Ils veulent être ensemble, mais aussi, il y en a qui ne peuvent pas continuer, peut-être pour des problèmes de travail ou autre. Ils ont un mois compliqué ou des semaines Mm, compliquées à venir, donc ils préfèrent faire une pause pour revenir. mm. Et là, Ouais, bon, faut ouais, prendre sur soi, je pense. ouais. Moi, j'ai ça, là. J'ai une personne qui a arrêté 2 mois. C'est une prof de FLE qui a arrêté 2 mois parce qu'elle était très chargée. Et puis, dans le groupe qu'elle a quitté, en fait, une place se libère. Et tout de suite, je me suis dit, ah, je vais lui proposer. Et elle est hyper heureuse de savoir que la place se libère au moment où ça va mieux pour elle et qu'elle peut revenir. Et moi c'est un vrai bonheur de savoir que c'est pas juste le français, en fait. C'est aussi les sujets qui les intéressent, hein. Parce que Mhm. les sujets qu'on choisit, c'est une grosse partie de la difficulté, je trouve, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, je me casse la Oui, tête, parce hein, quand même, ah, pour trouver les il arrive sujets. un moment où les sujets ne sont pas infinis. Oui, après, peut-être qu'on peut les traiter différemment. Moi, souvent, ça part d'une vidéo ou d'un audio qui Oui, m'a vraiment intéressée. un Et livre parfois, aussi, peut-être. ouais. Et parfois, par contre, il y a des sujets qui me plaisent, mais je trouve pas le support intéressant et ça me frustre parce que je me dis, ah, j'aimerais Ouais. vraiment parler de ce sujet, mais j'aimerais quand même qu'il y ait un support intéressant pour démarrer. Euh, ouais. Et après, les sujets, c'est vrai que moi, j'essaie, première réunion du groupe, un sujet bien consensuel pour qu'on puisse un peu se présenter. Mhm. C'est un peu tâter le terrain, qui est qui, mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de sujets possibles. Et en même temps, il y a des sujets que je ne fais pas en groupe. Il y a des sujets, par exemple, je fais en individuel et pas en groupe. Beaucoup de documents en fait, que j'utilise en individuel et pas en groupe. Ah, justement, ça, c'est peut-être plus facile pour les sujets qui pourraient être tabous, parce qu'on connaît plus Oui, facilement bien la sûr. personne en individuel. On sait que, ben voilà, elle est comme ça et on pourrait partager, donc on pourrait parler librement ou alors débattre. Enfin bref, Oui, c'est tout c'est à vrai que fait ça. c'est En fait, vrai. la question que tu posais, est-ce qu'on peut parler de tout, ça me fait associer à... En fait, quand je prépare, moi j'adore didactiser des vidéos, et quand je prépare une vidéo, je pense tout de suite, je m'adresse à qui? Est-ce que c'est des gens individuels, des gens en groupe, ou pour ma boutique? Parce que dans ma boutique, j'ai aussi des fiches pédagogie. Et je me rends compte que la boutique, comme c'est tout public et je ne sais pas qui a accès, c'est ceux Ouais. qui vont le payer, c'est consensuel. Et encore, hein, peut-être pas. Mm. La dernière fois, j'ai cru que c'était consensuel et malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnalités qui ne sont pas consensuelles, comme Simone Veil et Simone de Beauvoir, par exemple. Je me suis rendu compte qu'elles pouvaient déchaîner des passions. Je n'avais pas imaginé. Donc voilà. Mais bon, généralement, j'essaie quand même de ne pas mettre des fiches trop, voilà, qui peuvent. Et puis, en groupe, je fais un peu attention, mais un peu moins. Et en individuel, je fais vraiment ce qui intéresse mes étudiants, peu importe le sujet, qui me plaise, qui ne me plaise pas, si c'est délicat ou pas délicat. À partir du moment où je sais que c'est un sujet qui les intéresse, on y va. Ouais, comme tu as parlé de Simone Veil, j'ai pensé tout de suite à l'avortement. Ça peut être aussi un sujet tabou, ça. Ouais, Compliqué à mettre en place. c'était une vidéo sur son parcours de vie, en fait. Et Mhm. donc, c'était pas spécialement sur le sujet du droit à l'avortement, mais c'était son parcours de vie depuis quand elle était enfant, les camps, etc. Mm. Et oui, bah, en fait, j'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux au moment où j'ai lancé ça, public ou privé, plein de messages différents, assez désagréables. Euh,
Par contre, les gens qui ont acheté, c'était un pack, j'ai eu plein de compliments et tous ceux qui ont acheté étaient super contents. Même ceux qui ne la connaissaient pas ont dit, ah, je ne connaissais pas, je ne partage pas forcément ça, par exemple, mais j'ai trouvé intéressant de la connaître, ça fait partie de ma culture. Tout ça. En Bah voilà, général. c'est ce qui m'est arrivé aussi sur Instagram avec la publication sur l'homosexualité. Il y avait une personne qui est venue me parler en message privé en me disant oui, je suis contre l'homosexualité, mais merci d'avoir partagé le Ouais, vocabulaire ouais, parce j'ai que vu ça. parce que au moins je comprends maintenant un peu plus la culture francophone. Je ne partage pas, je ne suis Oui, contre l'homosexuel et l'homosexualité, mais au moins j'ai appris du vocabulaire, j'ai appris de la culture et c'est super. oui, mais j'ai eu la même type de conversation quand j'ai fait ma vidéo sur le vocabulaire du vin. Honnêtement, je ne m'attendais pas à la déferlante que j'ai eue Ah oui, il y a même pour le plusieurs vin. années. Ah oui, c'est une déferlante d'agressivité. Et en fait, Waouh. je me suis retrouvée avec beaucoup de gens, plutôt des gens du monde musulman, qui m'ont expliqué que c'était Ah, haram, péché, l'alcool, etc. Et en fait, moi, j'étais très consciente de ça, hein, mais je dis, mais c'est de la culture. Pour moi, en plus, j'ai vraiment la parlé culture de ça. française, le Beaujolais Dans- nouveau et tout ça. J'ai vraiment parlé du fait que le restaurant et le vin, parce que je me disais, comment commander du vin au restaurant? C'était ça la vidéo. En France, si vous allez en France, c'est clair que le vin fait partie de la réalité du La carte, restaurant, et ouais. voilà. Et en fait, j'ai beaucoup répondu ce que tu as dit toi. Enfin, je ne vous dis pas de boire du vin. Je ne vous dis pas de boire du vin. Je ne vous Ni dis de pas que le connaître la vin, c'est bien. culture. Je vous dis juste que c'est un élément hyper important de la culture française et des restaurants en France. Et puis voilà, et si vous voulez savoir comment ça se dit, vous pouvez être avec des Français. Vous pouvez boire un verre d'eau, mais en fait, vous êtes avec des Français qui vont parler peut-être du vin et commander un verre, commander une bouteille, un pichet. Et puis voilà, c'est de la culture. Comme moi, il y a des choses que je ne fais pas, que je ne mange pas. Je veux dire, je sais pas, j'ai quand même besoin d'avoir du vocabulaire. Comme nous, en tant que prof, on sait qu'il y a certains sujets qui sont tabous justement dans d'autres pays. On le sait. Mm, mm, On mm. sait justement le vin, c'est péché, l'homosexualité, c'est péché, le féminisme, c'est péché. Ouais. Bon, Il y a puis plein de choses qui peuvent après, être péché. ouais. Après, bon, dans chaque pays, il y a quand même tous les niveaux, des plus libéraux aux plus radicaux. Et pour avoir vécu dans plusieurs pays musulmans, par exemple, parce que souvent on dit musulmans, etc., il y a beaucoup de choses qui sont haram, péché, tout ça. Mais en fait, bon, j'ai vécu en Algérie, au Pakistan, en Malaisie pendant des années. Je sais que là-bas, il y a des gens qui boivent plus d'alcool que moi, hein. Enfin, voilà, je sais que on compose, comme tout le monde compose avec sa religion, avec les traditions de son pays. Toi, moi, on est dans un pays où on ne va pas forcément adhérer à toutes les traditions, à toutes les manières de vivre. On peut faire des choix différents. Mais c'est pareil dans tous les pays, quel que soit le pays, même celui qui nous paraît très éloigné de notre culture. Il ne faut pas imaginer que c'est des gens, des obscurantistes. Ben non, les gens, ils connaissent le monde quand même. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui trouvent que tout est horrible, c'est des extrémistes de leur tradition, mais il y a plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus ouvertes, qu'ils adhèrent ou qu'ils adhèrent pas, ils peuvent entendre d'autres façons de vivre. C'est par exemple, oui, en Espagne. Moi, j'habite en Espagne depuis 2009. Il y a la corrida. Et moi, la corrida, j'adhère pas forcément, voilà, au fait d'aller voir un Mm, spectacle de corrida, enfin une corrida comme ça. mm, Bah non, mm, voir souffrir un animal. Bon, après, mm. voilà, tu vois souffrir l'animal dans l'arène, mais il y a aussi la consommation de viande. Bon, ça peut être aussi un autre sujet qui peut, Mm, voilà, porter mm, à mm. polémique. Ouais, aussi, mais après, enfin, encore une fois, si on arrive à en parler sans passion, il faut arriver à en parler sans passion. Bon, moi, je sais quand même que je mets des lignes rouges quand même, parce que moi, il y a des sujets qui m'enflamment un peu. Alors, bon, j'essaye de pas aller Alors, trop quel dans ces sujet sujets. t'enflamme un peu? Il y en a pas mal en fait, hein. Honnêtement, il y en a pas mal. Je pense en plus qu'en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Donc, mais c'est pour ça que je te disais au début que j'ai choisi aussi de me créer un monde où je ne suis pas trop dans la confrontation. Mhm. C'est-à-dire que je me dis, bon, j'ai la liberté d'être indépendante. Alors bien, il y a des inconvénients, mais il y a aussi cette liberté-là que j'ai vraiment cherchée. Et donc, je peux choisir avec qui je travaille et j'en profite vraiment. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que si un étudiant, au bout du premier ou du deuxième cours, me dit quelque chose qui est pour moi très, très choquant, je vais lui dire qu'on arrête et je le rembourse. Et ça ne me pose aucun problème de faire ça. Mhm. Franchement, ça ne m'arrive pas. Ça m'est arrivé à très, très longtemps de ne pas partager des choses importantes et au bout de 2-3 fois, on a dit, bon, on arrête. Mais c'est Mhm. très, très rare.
Mais je veux Ouais, surtout attirer à moi des gens qui vont pas être obscurantistes. Et c'est pas une question ni de religion ni de nationalité. Des obscurantistes, il y en a partout. Vraiment, au contraire, mais ouais, mais c'est c'est des gens. ça en fait. Au début, ben, tu essaies de créer une relation et que tu vois que tu n'arrives pas à créer cette relation parce qu'il a des idées complètement différentes et choquantes pour toi, c'est sûr que là, non. Ouais. Alors, différent, c'est pas grave. Mais après, est-ce qu'on respecte un minimum les droits humains? Est-ce qu'on est Mm. capable de discuter sans insulter, sans humilier les autres? Ah, ça, c'est quand même. Il y a des lignes rouges quand même, hein. Oui, mais là, toi, tu dis, je m'enflamme sur certains sujets, donc c'est peut-être Ouais, aussi ce qu'on aimerait faire que les étudiants fassent, essayer de ne pas trop s'enflammer, ouais, ouais, justement, ouais. essayer de Mais c'est pour débattre ça que, de manière en fait, sympathique. de la même façon qu'en fait, on attend que nos apprenants, ils arrivent à se contenir et puis à s'exprimer calmement, bah, je fais le même travail, hein. Je fais le même travail, sauf que moi, ma facilité, c'est que je choisis quand même un peu avec qui je discute de ces sujets. Donc, mais bon, il n'y a pas de bonne façon de faire, honnêtement. Et puis, je te dis, ça évolue énormément, vraiment beaucoup. Oui, aussi vite Puis que les sujets l'expérience. actuels dans certains pays vont être acceptés dans quelques années, qui sait? Mm, Qui sait? mm. Bon, Ouais, ouais. je suis un peu sceptique, mais on ne sait jamais. Non, puis après, c'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a des pays ou des cultures qui nous effraient. Puis après, quand on y va, on se rend compte que c'est pas si. Par exemple, Pas là, si horrible. j'ai mis volontairement une tunique pakistanaise parce que je savais qu'on allait parler de ce sujet et que pour moi, ça représente beaucoup de choses. Par exemple, le Pakistan est typiquement un pays qu'on imagine un pays un peu effrayant et on se dit Mm. que les gens sont très, très éloignés de notre culture. Alors, c'est vrai qu'ils sont très éloignés de notre culture, mais j'ai rencontré des gens fantastiques, un accueil incroyable. J'étais une des rares étrangères à l'endroit où j'étais et un accueil vraiment fantastique, vraiment. Le jour de Noël, j'ai reçu des cadeaux, par exemple. C'est pas tous les Oui, jours dans les pays où je vais où je reçois des cadeaux parce que c'est Noël. Et eux, ils fêtaient pas Noël, personne fêtait Noël. Il y avait évidemment aucune référence à Noël où j'étais. Et pourtant, le jour de Noël, ben, il y a quelqu'un qui me connaissait qui m'a offert des cadeaux. c'est beau parce que C'est, voilà, ils comprennent la culture que en voilà, France, en Europe, ce serait plutôt le Noël, le ouais, 25 décembre, alors que dans leur pays, non. Et ouais. ils Et essaient de nous puis, faire plaisir. C'est ouais. mignon, j'adore. Ouais. Puis après, on peut imaginer, oui, l'alcool est interdit, donc tout le monde doit être très, très respectueux de ça. C'est pas vrai du tout. Enfin, dans tous les pays, on contourne les interdits. Dans tous les pays, on a une vie qui est publique et puis une vie qui est privée. Et ça existe partout. Donc maintenant, je pars pas du principe que cette personne a cette nationalité, cette religion, donc elle doit penser ça. Je sais que c'est beaucoup plus complexe et c'est plutôt la personne, quel type de personne c'est, plutôt que sa nationalité ou sa religion qui va m'intéresser en fait. Je me dis, ok, cette personne me dit elle a étudié plusieurs langues, peut-être qu'elle a vécu dans 2, 3 pays, qu'elle s'intéresse à différentes. Je me dis, ah, ok. Et après, ça m'est complètement égal. Je veux dire, pour qui elle vote, sa nationalité, sa religion. Je sens qu'il y a une ouverture et donc je me dis, bah, super. Il y aura plein de sujets de conversation. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des pays où c'était plus difficile? Ou quel serait le pays où tu as vécu une expérience un peu plus difficile? Ou avec des élèves venant de quel pays? J'ai toujours enseigné en ligne en fait, hein, donc j'ai pas enseigné avec les élèves localement. Mais en Euh, ligne, tu as déjà eu des élèves de certaines nationalités qui pourraient être plus difficiles, de certains pays, de certaines cultures. non, en tout cas, non. Ça s'est bien passé. Comme tu arrives à regrouper Je toutes les personnes. je réfléchis, mais en fait, si je pense à des étudiants pour qui j'ai moins eu d'affinité, que j'ai pas eu forcément du plaisir à échanger longtemps. Bon, déjà, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, c'est-à-dire on n'est pas resté très longtemps, mais c'était rien à voir avec leur nationalité, leur religion. Leur Ça n'avait plus personnalité. à voir avec des opinions qu'ils avaient. Mhm. Ou peut-être même juste un manque d'intérêt pour le français, parce que moi, j'ai besoin d'avoir des étudiants motivés, sinon j'ai du mal Oui, à me bah oui, sinon tu motiver. ne Et te donc, motives pas. Oui. voilà, donc s'il y a des gens qui ne sont pas très, très motivés, ça, c'est un problème bien plus que leurs opinions souvent. Mais le pays le plus difficile selon toi, où tu as vécu. Mais difficile de mon point de vue à moi, Ouais. difficile à dire. Non, c'est difficile à dire parce qu'il y a il y a plein de Il choses y a qui plein de rentrent en choses ligne de différentes. compte. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, parfois on a l'impression qu'un pays est effrayant, puis en fait, c'est pas si terrible. C'est le cas du Pakistan. Par contre, j'ai vécu au Vanuatu, qui est un petit paradis, entre guillemets, du Pacifique. On se dit, waouh, génial. Bon, ben, culturellement parlant, c'est peut-être ce qui a été le plus, j'allais dire challengeant. Non, on ne dit pas ça en français. Le plus grand défi, c'était le plus grand défi, culturellement parlant. Je pense que c'était là-bas.
parce que là, j'avais des Ah, discussions avec des gens où vraiment on était sur une autre planète. Ils fonctionnent encore en tribu, ils connaissent très très peu le monde. Par exemple, quand j'ai dû expliquer que je travaillais sur Internet, ma voisine, par oui, exemple, ne comprenait pas que quand j'étais devant ouais, mon bah oui. ordinateur, je travaillais. Par exemple, elle tapait sans arrêt à ma fenêtre pour que je discute. Et je lui avais expliqué que je travaillais. Je lui ai expliqué un peu ce que je faisais. Et pour elle, travailler, c'était balayer, cuisiner, aller au champ. C'était pas travailler devant un ordinateur. En plus, elle n'avait pas Internet. Enfin, c'était très compliqué parce que moi, je n'avais pas beaucoup de gens qui avaient Internet. Et du coup, voilà, culturellement parlant, ce qui m'a le plus remué, de ne pas arriver à bien communiquer parce qu'on ne se comprend pas, et c'est pas la langue, hein, parce qu'on parlait en anglais, enfin, leur langue est très proche de l'anglais, donc c'est pas la langue, on avait une vision du monde. Par exemple, il y a eu une attaque terroriste, ma voisine ne savait pas ce que c'était que le terrorisme, par exemple, donc expliquer des enfin, pour moi, ça a été assez perturbant. Mhm. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un pays qui paraît très paradisiaque, ça l'est, enfin c'est magnifique et tout ça, mais si on parle de l'intégration, de la compréhension de la culture, ça a été vraiment un grand défi. Ok. Et pour finir, quel sera le prochain pays? Ta prochaine destination? Tu peux nous le Euh, confier. oui, et ben, je vais rester en Espagne. Je vais changer de région, mais je vais rester en Espagne. Là, je suis aux îles Canaries depuis 5 mois et là, je vais passer 2 mois en Andalousie. Et après, tu as une Après, idée? je vais aller en Italie, qui est un peu mon chez-moi, Ouais, tu à étais. Genova. À Genova, ouais, pour encore Et 2, 3 après? mois. Est-ce qu'il y a un autre pays Après, complètement différent? un autre pays européen que j'aime beaucoup, je suis très fan, il y a 3 pays européens, donc je suis très très fan, c'est l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Ça sera la Donc Grèce. l'été, ce sera la Grèce parce que le Covid m'a empêché d'y aller depuis 3 ans. Et là, il faut vraiment que j'y aille. Et après, on verra. Après, ce sera un pays sûrement plus compliqué. Ok. On te suivra sur les réseaux, par newsletter pour savoir où tu vas. J'espère un Ok. pays que je connais pas. Ouais. Et pour voir justement l'interculturel Ouais, là-bas, comment ouais, ça se ouais, passe, la culture, comment échanger avec les natifs, etc. ouais, c'est Quel passionnant. pays justement tu ne connais pas et qui serait un peu surprenant Moi, j'ai très selon envie toi? d'aller au Moyen-Orient. Hmm. Jordanie, Israël, Syrie quand ça ira mieux peut-être. Ouais, Tu es attiré mais par le Moyen-Orient, non? Ou j'aimerais bien partout? apprendre l'arabe en fait. Ah, ok. Liban peut-être, à voir. Le Covid a beaucoup changé, c'était un peu les plans, mais le Covid a un peu tout Ouais, bouleversé, mais pourquoi pas ouais, revenir aux plans initiaux de 2020. On verra. d'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette Merci à super toi. Merci à discussion. toi. C'était très intéressant. Merci, au À revoir. bientôt.